Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Ce soir, le thème c'est les 10. Et pour vous parler de ce thème, alors on n'aura pas 10 intervenants, on n'en aura qu'une seule. C'est Lichamp, ergothérapeute et orthopédagogue, qui nous fera le plaisir donc de partager l'écran avec moi pour vous parler de ce thème. Alors là, peut-être que le temps qu'elle nous rejoigne, je vais simplement faire un petit historique du comment ça se fait que donc on a pu échanger ensemble. En fait, elle m'avait écrit sur LinkedIn au sujet d'un livre qu'elle avait sorti à destination des parents et des accompagnants pour expliquer ce que sont que les 10 et essayer d'aider un maximum donc les parents et les accompagnants en leur aussi proposant donc des solutions adaptées. Et elle m'a fait part donc d'un extrait de son livre que j'ai lu, que j'ai adoré. Et donc je lui ai proposé de nous rejoindre sur un Eurolive pour pouvoir donc partager son expérience et ses connaissances sur ce thème et puis bah, je l'espère être utile à un maximum de familles et de patients. Voilà. Alors, donc comme à chaque fois, on va... Ok, super. En sorte que s'ils nous rejoignent, et normalement ça devrait être bon. Super. C'est bon. Bonsoir Célie, Bonsoir. comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. J'ai présenté le thème. J'ai dit aussi donc dans quel contexte on avait été amené à échanger. J'ai parlé donc du livre que tu avais écrit, le fait que tu m'avais fait part donc d'un extrait de ce livre sur LinkedIn, que j'avais adoré l'idée et que donc bah, c'est pour ça qu'on allait présenter ce NeuroLive ce soir. Voilà. Bah ouais, c'est le début, la base de notre premier contact qui du coup ouais, finit sur un live pour expliquer, on va dire, la base des 10, on va dire vraiment les premières infos, le tout début pour éclaircir un peu les doutes et les fausses infos qu'on peut avoir sur Internet. C'est exactement ça. Alors, si tu es d'accord, donc ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser tranquillement faire ta présentation. Moi, je pourrais intervenir si jamais, bon, même si je pense qu'elle va être plus que claire, hein, ta présentation, mais bon, si jamais, voilà, ça peut être pas assez précis, par exemple, pour certains parents, ou alors au contraire, pas assez clair pour certains parents. À ce moment-là, je me permettrai de t'interrompre. Grosso modo, le plan, c'est quoi? C'est bon, bah voilà, donc bref, présentation des 10 qui repère, comment on peut diagnostiquer, donc qui pose le diagnostic, vers quel professionnel il faudrait y aller, comment ça pourrait être pris en charge, et éventuellement, si tu pourrais faire aussi une toute petite partie sur les aménagements peut-être à apporter en fonction des 10 ce qui pourrait être adapté. Oui, ben, je peux en parler rapidement. Après, c'est vrai que les aménagements, c'est compliqué. Parce que c'est souvent vraiment très spécifique à chaque enfant, mais Ouais, j'aborderai le sujet. super, super, merci. Pas tout. Bah c'est parti. Donc voilà, les 10, ce qu'on appelle aussi troubles d'apprentissage, c'est de plus en plus médiatisé, on en parle beaucoup aux informations, maintenant on commence à en parler sur Internet, il y a beaucoup d'articles qui sortent. Donc voilà, c'est des mots qu'on connaît, mais c'est pas forcément des mots qu'on comprend, et pourtant on est très nombreux à être concernés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés. Il y a à peu près 2 enfants par classe qui peuvent être concernés par un trouble d'apprentissage. Donc voilà, c'est quand même important d'être sensibilisé, surtout, je trouve, pour les enseignants, pour qu'ils voilà, puissent avoir au moins une petite idée de ce que c'est et voilà, savoir le détecter, enfin, le détecter, savoir avoir les signes d'alerte et pouvoir en faire. Il faut vraiment bien différencier, c'est la difficulté d'apprentissage et le trouble d'apprentissage. Un trouble, on l'aura toute notre vie, c'est persistant, alors qu'une difficulté, on va l'avoir et puis après, on va avoir une méthode qui va nous convenir. Il y a une personne qui va nous apprendre et nous expliquer ce qu'il faut faire, par exemple l'addition d'une autre façon, et du coup là, on va comprendre et on n'aura plus de difficultés. Le trouble d'apprentissage, on l'a,
on le garde, on est né avec et on va mourir avec. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et ça ne veut pas dire qu'on aura des difficultés toute notre vie, mais on l'aura quand même. Si on a du mal à lire, on continuera à avoir du mal à lire, pas pour autant qu'on ne pourra pas faire quelque chose de notre vie. Donc, je Ouais, vais c'est ça. parler. On dit on ne guérit pas. On ne guérit pas Non, d'un trouble 10. Non. non, on Ok. ne Ce guérit pas le trouble qu'on fait en 10, fait. ouais, mais Ouais. on se met des aménagements en place qui nous permettent d'avancer, de vivre et d'étudier comme une autre personne peut le faire. Mais on D'accord. guérit. D'accord. On ne peut pas faire un vaccin ou prendre un médicament qui va nous permettre de ne plus être 10. D'accord. Donc voilà, il faut bien se dire qu'un trouble d'apprentissage, il est là dès le début. Donc c'est la construction de notre cerveau. Dès le départ, notre cerveau est fait un petit peu différemment. Et du coup, on a ce trouble d'apprentissage-là. C'est vraiment in utero que ça se passe. Et c'est pour ça que enfin, euh, donc je vais présenter celui qu'on connaît le mieux, c'est la dyslexie. Celui dont on entend le plus souvent parler, qui a un trouble d'acquisition et d'automatisation de la lecture. Donc, c'est des enfants qui vont, par exemple, confondre des lettres quand ils vont lire ou même quand ils vont écrire. Ils vont écrire un B à la place d'un P ou lire un M à la place d'un N. Parce que au niveau du son et au niveau de la forme, c'est très identique. Ça va être des enfants qui vont Hum. lire très lentement et, euh, et des enfants qui vont voilà, ça c'est la dyslexie, c'est vraiment propre à la lecture de base. Par exemple, ça C'est soit ça. la Donc lecture la ou dyslexie, c'est la dyslexie, c'est uniquement le langage écrit. alors c'est voilà, c'est vraiment le texte, le fait de lire une Ok. consigne, de lire un exercice ou de lire un livre. Tout ce qui est vraiment à lire. Par exemple, des dyslexiques qui sont fortement touchés, ils peuvent avoir du mal à lire un panneau sur l'autoroute, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est l'écriture, ben, lire un texte qui est écrit, L'écriture. que Ok. ça soit en français ou en anglais. En anglais, c'est pareil. Entends mal, hein. Après, donc il y a un autre trouble 10, c'est la dysorthographie, qui est très souvent liée à la dyslexie. Et là, c'est un trouble d'acquisition et d'automatisation de l'orthographe. Donc c'est tout ce qui va être l'orthographe du mot, ou la conjugaison, la grammaire, faire les liens entre les mots, donc mettre les accords, est-ce qu'il faut mettre un S, est-ce que je dois mettre EST. Voilà, c'est vraiment l'orthographe du mot qui pose problème. Donc c'est des enfants inversés. Merci Cindy pour la remarque. Merci Cindy pour la remarque. C'est vrai que Céline, la connexion, elle est, bon, elle est pas top, mais bon, ça, on est habitué à ça. Euh, Peut-être soit alors parler plus lentement pour qu'au moins en fait on ne rate pas d'informations. Ou j'avoue, je n'ai pas d'autres idées. Mais ouais, mais pourtant, oui, je pense qu'au niveau réseau, ça va. Je vais parler plus doucement, il n'y a pas de souci. Ouais. Merci. Donc du coup, bon voilà, la dysorthographie, c'est pour l'orthographe. Donc c'est des enfants, quand ils vont écrire, qui vont inverser des lettres, mettre un R à la place du B. Ils vont rajouter des lettres, alors que dans la prononciation du mot, on ne l'entend pas du tout. Ils vont jamais mettre de S au bon endroit, ou des fois ils vont en mettre, mais ça sera un coup de chance. Voilà, ils auront essayé, ça aura marché. C'est pas pour autant qu'ils auront compris pourquoi il y a un S, pourquoi là je dois mettre un ES. Ça va être des coups de chance, et ça c'est des choses qui
tickets restaurant. Après, on a la dyscalculie. Comme on l'indique, touche le calcul, qui est sur Si jamais bon le comment. apprendre l'étape de multiplication. Alors là, c'est axé de GAP, ils ne vont pas y arriver, c'est pas grave si ils n'apprennent pas l'étape de multiplication. Voilà. Après, on a tout ce qui est les symboles mathématiques. En dyscalculie, c'est ça en fait. En dyscalculie, on avait donc il y a différentes, ça se manifeste de différentes façons. Tu me dis hein, si je me trompe, mais il y a donc ceux qui n'ont aucun problème à écrire les chiffres, mais poser un calcul, c'est extrêmement difficile. Il y Ouais, a ceux qui n'auront pas de difficulté à poser un calcul. Par contre, c'est les chiffres, ils vont les écrire à l'envers, par exemple. Ou alors, il y a ceux qui vont très bien écrire les chiffres, vont réussir à poser des calculs. Par contre, ils n'auront pas du tout la notion d'ordre de grandeur, par exemple. On va leur demander c'est ça. qu'est-ce qui est plus grand, est-ce que c'est 100, est-ce que c'est 1000, et ils ne pourront pas répondre. Tout à fait. Après, il y en a, par exemple, qui vont pas savoir écrire les chiffres. Donc, si on lui dit 624, il va écrire 600, 20 et 4. Parce qu'il ne D'accord. comprend pas que ça fait qu'un seul nombre. Les dyscalculiques, ils peuvent avoir aussi du mal à lire l'heure et à comprendre vraiment comment lire une horloge, quand est-ce que c'est avant, quand est-ce que c'est après. C'est tout ce qui est en rapport avec le nombre. Donc, après, Ok. ça, voilà, ça se répercute de différentes manières, mais globalement, tout ce qui est en lien avec le chiffre est compliqué, même si voilà, il y a différents degrés. Des fois, il y a des enfants qui vont avoir du mal que pour faire les additions, parce que tout ce qui est la valeur du nombre est très compliqué. Mhm. Après, il y en a d'autres, voilà, à ce niveau-là, ça va aller. Par contre, savoir l'étape de multiplication, ça va être hyper compliqué. Euh, comme à chaque fois, c'est des répercussions pour le 10, mais qui peuvent être différentes sur chaque enfant. À chaque... Donc voilà, ça c'est la calcul. Donc Après, là, tu on nous as va parlé, donc, alors il y avait dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. faire ça. Pour l'instant, il y en a trois. Ouais. D'accord. Après, on a la Est-ce qu'il y a... Ouais, j'écoute. Vas-y, je t'en prie. il y a la dyspraxie, donc c'est le quatrième, euh, qui est là par contre un problème d'automatisation des gestes. Donc vraiment le fait de faire un mouvement voulu. Hmm. Donc, par exemple, je veux attraper un verre. Donc là, notre cerveau, il va devoir faire tout un schéma, prendre plein d'informations pour se dire, on va aller chercher le verre qui se trouve à cet endroit-là. Je pense qu'il est lourd, je pense qu'il est léger. Donc, on prépare notre mouvement. Et du coup, pour les dyspraxiques, tout ce qui est planification du geste, c'est très compliqué. Et l'automatisation aussi. Donc, du coup, ça va être des enfants qui vont ne pas savoir faire du vélo, par exemple, qui vont ne pas réussir à faire leur lacet, qui vont beaucoup se salir lors des repas ou beaucoup renverser leur verre. Ça arrive très souvent. Souvent, c'est des enfants un peu Gaston Lagaffe, très maladroits, qui renversent beaucoup de choses, qui prennent les murs, parce que voilà, au niveau corporel, c'est compliqué. Et au niveau du mouvement, c'est compliqué. Ça peut être, ça peut être aussi des enfants qui ne peuvent pas courir, par exemple. Voilà. C'est ça, La alors donc ça veut dire distraction, que c'est non seulement des gestes planifiés, mais également tu as dit des gestes automatisés.
qui normalement devrait Oui, être automatisé, ça va être difficile en dyspraxique. c'est ça. D'accord. Ouais, du coup, ça, c'est extrêmement compliqué. Ça va Oui, être des enfants qui vont se prendre les pieds dans le tapis, par exemple, qui vont faire tomber les objets, qui n'auront pas de bonne coordination oculomotrice, par exemple, aussi. oui. Tout ça? Ok, Il- d'accord. il- L'écriture aussi, c'est compliqué, hein. Hmm. Ah, l'écriture aussi pour un Euh, dyspraxique? oui, bah, parce que nous, à force d'écrire, on La automatise, dysgraphie. on fait le Oui. mouvement et après on réfléchit plus. Maintenant, en tant qu'adulte, vu que eux, l'automatisation, c'est souvent très compliqué, du coup, l'écriture, ça sera compliqué. Après, comme pour tous les troubles, il y a différents types de dyspraxie. Donc, un enfant dyspraxique peut réussir à écrire alors qu'un autre n'y arrivera pas. Voilà. Si l'enfant n'a qu'un souci au niveau de l'écriture, est-ce que là, à ce moment-là, on peut parler de dysgraphie? Oui. Ah, souvent, c'est plus une dysgraphie. Ouais. Dans le cas où, en fait, il n'aurait pas d'autres difficultés associées. C'est simplement au niveau de l'écriture. Expliquer après. Dans ce cas-là, on parle d'une dysgraphie qui touche vraiment le geste graphique. D'accord. Donc, du coup, voilà, les dysgraphiques, c'est ceux qui vont avoir une écriture lente, illisible, sale, et même des fois, ils peuvent avoir une très belle écriture, mais aller très lentement et avoir très mal à la main. Hmm. Donc, voilà. Souvent, ces Ouais. enfants-là, on a le plus de mal à expliquer une très belle écriture, mais C'est vrai que ça, j'en vois pas pas. mal ici, hein. Des enfants qui vont Voilà. se plaindre de douleurs au niveau de la main, au niveau de la paume là, de la main, en disant bah oui, j'arrive à écrire, mais ça nécessite tellement un effort que ce soit vraiment au niveau moteur où bon bah voilà, il va falloir maintenir une bonne écriture, mais même au niveau donc cognitif où ça nécessite un vrai effort de concentration pour avoir une bonne écriture, une bonne qualité d'écriture. C'est le souci de tous les troubles 10, parce qu'il n'y a pas Ouais, d'automatisation d'une tâche particulière, et du coup, on va devoir toujours avoir un effort cognitif supplémentaire pour réussir à faire la tâche qu'on nous demande. Nous, on a d'accord. automatisé la lecture, donc on n'a plus besoin de... Alors que pour un 10, Ouais, parce que ça n'est que le potentiel là. et du coup, faire la consigne, c'est très compliqué. Se dire l'exercice, c'est ça, je dois faire ça, c'est très, très, très compliqué. Il va être en double tâche. Il va faire deux choses D'accord. en même temps. Et du coup, c'est très fatigant pour les enfants. Et ils ont beaucoup de mal à être, en fait, à faire la tâche qu'on leur demande. Leur cerveau, il est coupé en deux. Donc, forcément, il ne peut pas faire les deux choses comme il faut. C'est comme ben, Hmm. on fait de la prise de notes. On doit écouter ce qu'on nous dit et noter en même temps. Donc, du coup, souvent, il y a des éléments qu'on manque quand on fait ça. Bah, pour eux, c'est ça tout le temps. Parce que ils doivent se concentrer sur ce qui est écrit, qu'est-ce que c'est, voilà, comment je dois le décoder. Et puis après, des fois, en fait, ils n'ont pas compris la consigne tellement qu'ils se sont concentrés sur le fait de décoder les mots et de lire le mot. Donc voilà, la double tâche et la fatigue cognitive, ça touche tous les 10.
Et c'est souvent ça qui est compliqué, surtout à l'école. On a moi qui travaille avec les écoles, on a souvent du mal à expliquer aux enseignants que, qu'il faut cibler le travail qu'ils doivent faire. Donc, est-ce que ce qui est important, c'est qu'ils lisent la consigne ou qu'il ait compris la consigne et qu'il puisse faire l'exercice? Hmm. Bah déjà, moi j'ai pas mal de pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent bon voilà l'enseignant se plaint de problèmes de concentration chez l'enfant. Comme tu le disais donc à juste titre, c'est vrai que bah, pour une personne qui va présenter telle ou telle difficulté, tel ou tel trouble, faire une tâche qui pourrait paraître banale pour tout le monde, ça va être extrêmement épuisant pour celui qui va présenter un trouble 10. Et ça peut arriver que justement, donc, que ce soit les parents ou les enseignants disent, oui, problème attentionnel, il se disperse, il a du mal à se concentrer. Et puis après, donc après, bon là, je parle d'évaluation, mais même si on va être amené à en parler après, dès qu'on évalue, donc on fait un bilan cognitif assez global, on se rend compte que non, finalement, il n'y avait rien au niveau attentionnel, mais c'était justement pourquoi pas donc c'est pas ces troubles 10 qui rentrent en jeu dans ses capacités à pouvoir focaliser son attention uniquement sur la tâche demandée. Après, il faut les comprendre, les enfants qui, comment dire, à force de ne pas comprendre, ils ont plus envie de le faire. C'est ça? Nous, en tant qu'adultes, on ferait la même chose. À force de ne pas comprendre ou d'essayer, mais d'avoir des remarques en nous disant que c'est pas comme il faut, on en a marre et on n'essaye plus. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas étonnant si certains enfants, bah, s'ils présentent un trouble 10, commencent à regarder par la fenêtre, commencent à un petit peu trop jouer avec leur stylo, commencent à bavarder avec le copain à côté. C'est tout simplement parce que une tâche qui pourrait être sans effort pour la majeure partie des personnes va nécessiter un effort cognitif extrêmement coûteux et fatigant. Et au bout d'un moment, bah, on se dit, ça sert à rien de toute façon. Je vais pas faire à ce point-là autant d'efforts pour en plus au final que la maîtresse me dise, mais c'est mal fait, c'est brouillon, c'est sale, tu pouvais pas faire attention, regarde là, tu dépasses, là, tu as fait beaucoup de fautes d'orthographe et ce genre de choses. Donc, euh, donc ouais, comme tu dis, au bout d'un moment, en fait, ils vont en avoir marre, ils vont être fatigués et puis bah, ils peuvent décrocher, tout simplement. Mais c'est plus que compréhensible. Bah oui, voilà, nous en tant qu'adultes, on ferait la même chose. Donc voilà, on peut les comprendre, eux en plus, en tant qu'enfants, qui sont vraiment dans des apprentissages, voilà, ils en ont marre et que, en plus, le soir, il y a les devoirs, donc ils n'ont pas encore vraiment fini leur journée. Ils le savent très bien. En plus, des fois, ils ont des punitions. T'as mal écrit, tu recopieras à la maison. Hmm. Des fois, il y a ça aussi qui se rajoute. Et du coup, voilà, ils en ont marre. Et c'est vrai que du coup, ils font plus beaucoup d'efforts à l'école. Juste, j'en profite parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc là, il y a Sylvain qui demande s'il y a un lien entre. Alors au début, il avait demandé s'il y avait un lien entre 10 et TSA, et puis là, donc un lien entre 10, TSA et TDAH. Merci à Gianni aussi donc qui a posé la question s'il y a un lien entre 10 et TDAH. Je sais qu'en tout cas, TDAH, très souvent, on le met dans si on regarde là un petit peu par exemple sur Internet, on le met dans les troubles 10. On parle souvent de Parce- TDAH. oui, en fait, c'est très souvent associé. Euh, les troubles 10 entre eux et le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité sont très souvent associés. Après, on D'accord. parle de trouble d'apprentissage parce que le TDAH a un impact sur les apprentissages scolaires et sur les apprentissages des actes de la vie de tous les jours. Donc voilà, ça a un impact et c'est très souvent lié. Il y a beaucoup d'enfants qui ont un 10 et qui ont aussi un trouble de l'attention.
Oui. Donc, Déjà, alors, il me semble que alors si on a il y a de fortes chances que si on présente un 10, on en présente aussi un autre, oui. apparemment. C'est ça? Bah, en fait, bon, c'était un peu compliqué, euh, mais au niveau du cerveau, donc c'est des zones qui sont faites un petit peu différemment. Et on le sait qu'on n'a pas une zone pour la lecture, une zone pour les maths, une zone pour l'orthographe. C'est notre cerveau entier qui est utilisé pour chaque activité avec des zones plus ou moins Mm. pour le calcul. On peut avoir des zones en commun avec et du coup, si cette zone-là qui est touchée, ça aura un impact sur la lecture et sur le calcul. Et du coup, on a toujours voir un autre trouble. Donc, ça arrive Pour très, ceux très qui, souvent. pour ceux qui ont une mauvaise, alors je sais pas si c'est en tout cas s'ils ont une mauvaise connexion ou en tout cas là il semble que parfois en fait on ne puisse pas avoir tous les mots parce que chacun d'entre nous on va avoir plus ou moins une bonne connexion. Pas de souci, on reprendra les informations pertinentes en fin de vidéo et puis de toute façon comme vous avez pu le voir, on est en train de préparer des vidéos plus courtes. On reprend vraiment l'essentiel des informations pour pouvoir partager justement les informations. Donc, vous en faites pas. Si jamais là, vous entendez pas tout, je sais que c'est pas forcément super agréable, mais on fait du mieux qu'on peut et donc vous aurez, quoi qu'il en soit, toutes les informations importantes et intéressantes pour si ça peut vous aider. Mais sinon là, par exemple, est-ce que tu peux ou pas juste nous répéter, s'il te plaît, Célie, tes dernières phrases simplement, parce que ça a un tout petit peu coupé. C'est que quand on fait une activité, on a plusieurs zones du cerveau qui vont être utilisées. Et on n'a pas une zone du cerveau pour la lecture, une zone du cerveau pour les maths. À chaque fois, c'est plusieurs zones qui sont utilisées dans une seule activité. Donc, si c'est cette zone-là qui est touchée et qui est un petit peu différente, euh, bah, du coup, on y a un impact pour la lecture et un impact pour le calcul. Du coup, on aura plus de chances de présenter et une dyslexie et une dyscalculie. D'accord, d'accord. Oui, en fait, c'est parce que c'est comment le cerveau est constitué qui fait que derrière, si on présente un 10, on peut aussi en présenter un autre. Parce qu'il va y avoir des zones qui peuvent être plus ou moins proches entre elles et qui peuvent du coup endommager les compétences chez une personne. Je vais donner le titre du livre, comme ça vous avez aussi l'information. Alors le livre, c'est Comprendre, aider et soutenir mon enfant 10 Ferrand. Pour le coup, je pense que vous trouverez ouais, toutes les informations sur Internet. C'est pour Après, répondre à la question du film. ouais, pour ceux qui veulent avoir des infos, on le mettra en commentaire dans la vidéo. On mettra le site internet où les gens ont un extrait du bouquin, pour ceux qui sont intéressés. Super, carrément, super, super. Qui repère, qui diagnostique les 10? Alors, par contre, on a oublié un 10. Ah, C'est lequel? ouais, la dysphasie. Bah oui, c'est vrai. C'est parce Donc, qu'on parlait trop, c'est pour ça. Comme on parlait trop, on a oublié la dysphasie. donc c'est un trouble d'acquisition et d'automatisation, mais du langage oral. Où du coup, ça peut toucher soit l'expression, donc vraiment le fait de parler, soit le fait d'entendre. Et du coup, quand vous allez parler à cet enfant, il va avoir un chiffre. Donc voilà, il y a les deux cas de figure. Soit des enfants qui vont, par exemple,
se tromper de mots quand ils parlent. Mais des mots qui sont assez proches. Et ils sont sûrs d'avoir dit le bon mot, mais c'est pas du tout le bon. Euh, nous, D'accord. il y a un enfant au service qui travaille sur l'ordinateur. Et quand il nous en parle, il nous dit qu'il va chercher le radiateur. Voilà. Donc, c'est des mots Il- D'accord. voilà, qui sont quand même assez proches, mais qui ne sont pas les bons. Voilà. Donc, ça va Ah, être. ça peut être problématique. Voilà, c'est des confusions de mots, c'est des enfants qui vont avoir du mal à finir leurs phrases. Ils vont dire beaucoup Mhm. de mots, choses, trucs, machin, parce qu'ils vont pas, euh, ils vont avoir l'impression d'avoir le mot au bout de leur langue, mais ils vont pas réussir à le dire. Donc voilà, là c'est bon, on a fini. Et donc, ça, c'est la dysphasie. C'est ça. La dysphasie. Donc Donc, voilà, en gros, on a la dyslexie pour le langage écrit, la dysphasie pour le langage oral. c'est ça. C'est ça? Ok. Donc Euh, au niveau des signes d'alerte, c'est ce qu'on on voulait ouais. aborder par la suite. Euh, donc, on peut avoir des signes plus ou moins tôt en fonction du trouble et en fonction de la capacité de compensation de l'enfant. Il y a des Hmm. enfants qui ont avoir une capacité normale jusqu'au collège. Et après, là, ça va être un rythme beaucoup plus soutenu, un rythme qui va voilà, leur demander plus de travail au niveau cognitif. Et du coup, D'accord. c'est là où la difficulté va apparaître, parce qu'ils ne savent plus compenser. Mais Je sais, Isabelle, il y a un décalage de voix. Il y a 10, ce soir, il y a 10 bonnes connexions, on va dire, au niveau de la vidéo. Nous-mêmes. Mais bon, j'espère que peut-être qu'une fois que la vidéo sera publiée, à ce moment-là, il y aura une meilleure qualité de la vidéo. Non? On espère. On sait pas. Ouais, exactement. Ouais. du Ouais, coup, exactement, André aussi. Ah bah c'est cool. Donc il y a André aussi qui est en backstage pour les commentaires. On a une disconnexion. Tambour. euh, après, du coup, pour les soupçons qu'on peut avoir à l'école ou à la maison, on peut les avoir assez tôt. Si on a déjà eu un premier enfant, souvent on compare un petit peu à celui qu'on a eu avant. Et du coup, on voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Et ça peut tirer un peu la sonnette d'alarme un petit peu plus tôt. Mais quand on commence à avoir des soupçons, à avoir des choses qui sont peut-être un petit peu si on peut hésiter à en parler à l'enseignant pour lui demander son avis, que à l'école, voilà, Ce que, demander ce que son tu avis. disais, Célie, ce que tu disais, Célie, avant que la vidéo commence, c'est que tout ce qui va être dysphasie, par exemple, ça peut être repéré plus tôt. Parce que donc justement, un enfant, bah, généralement, à 3 ans, il parle. Donc s'il doit y avoir un rendez-vous de prix auprès d'un professionnel
Il peut très bien être fait à l'âge de 3 ans, c'est ça? Oui, après, on va toujours parler de retard au début. Et après, si le retard euh, perdure, on va pouvoir parler plus facilement de trouble 10. Mais en fonction D'accord. de ce qui est touché, le diagnostic ne se fait pas forcément au même âge. Hmm. Oui, en gros, il peut y avoir rendez-vous auprès d'un professionnel, mais c'est pas parce que voilà, il y a un 10 qui a été diagnostiqué à tel âge que et encore, en fait, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut attendre avant qu'il y ait un diagnostic qui soit posé? Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Parce que nous, on va avoir des doutes, par exemple. On va aller voir un professionnel qui va nous dire que à l'heure d'aujourd'hui, il y a un retard. Donc un retard de Hmm. lecture, un retard de langage, mais il est trop tôt pour parler vraiment de trouble 10. Ça n'empêchera pas de pouvoir commencer un accompagnement et des séances avec le thérapeute, mais pour pouvoir proposer, il faudra attendre Hmm. un petit peu plus tard. Bon, il y a quand même des âges pour chacun des troubles. Et c'est pour ça que des fois, on diagnostique un trouble à l'âge, par exemple, de 10 ans, mais qu'à l'âge de 8 ans, on va diagnostiquer un autre trouble. D'accord. Oui, c'est vraiment en fait en fonction de toute façon, c'est en fonction du développement normal aussi, j'ai envie de dire, et typique de l'enfant. Tu le disais là aussi, pareil. Donc, de toute façon, un enfant, normalement, il va apprendre à parler avant de pouvoir écrire ou lire. Donc, donc très certainement, le diagnostic peut être posé, par exemple, de dysphasie, sera posé avant celui de dyslexie, si jamais dyslexie il y a. Tout à fait. Donc là, pour le coup, le médecin s'appuie tout simplement aussi sur le développement typique de l'enfant. Bah, quand vous allez quand on a des doutes, on va, euh, on va souvent aller voir l'orthophoniste. C'est Ouais, voilà, c'est celui vers qui on va aller le plus souvent parce qu'en fait, c'est le thérapeute qu'on connaît le plus. Si on nous demande voilà, qui tu vas voir pour tel trouble 10, généralement, on parle d'orthophonie et pas forcément neuro. l'orthophoniste. Euh, alors que, il y a d'autres psychos qui travaillent avec les enfants 10. Donc, Voilà. si on a tout ce qui est dyslexie, euh, dysorthographie, dyscalculie et dysphasie, généralement, c'est l'orthophonie. D'accord. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et dysphasie. Orthophoniste. Voilà, c'est eux qui sont je pense, le plus formés à ça et qui peuvent du coup le plus aider les parents et guider les parents. Il y a des travaux chez toi. C'était au-dessus, désolé. C'est génial. Bah, c'est génial. Euh, Tu veux pas aller leur dire bah, euh, alors, par- donc, ça, c'est ça, c'est donc pour ces quatre troubles-là, orthophoniste. Pour une dyspraxie, qui on doit aller voir? Dyspraxie et dysgraphie, c'est plus l'ergothérapeute et ou la psychomotricienne. Parce que Alors, la pourquoi et où?
Parce que ça dépend. Alors souvent, il faut aller voir les deux parce Hmm. que euh, l'ergo va surtout travailler plus tout ce qui est motricité fine et coordination, du moins chez D'accord. nous, au service où je travaille. Et chez la psychomotricienne, elle s'occupe globale. Globale, et là, ah, ça coupe déjà. Donc si en plus on a des... C'est les aléas du direct. On va essayer C'est pas de grave. le bricoleur du jeudi soir. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça. C'est plus en fonction euh, de l'origine de la difficulté. Mais ça, on le sait D'accord. une fois qu'on est allé voir le thérapeute et qu'il a fait son bilan. Est-ce qu'un bah le neuropsychologue aussi là parce que donc j'en parle brièvement mais le neuropsy aussi il peut donc faire un bilan neuropsychologique et même si alors il sera pas assez poussé tout ce qui va être au niveau du langage, au niveau praxique, au niveau visuospatial parce que ça aussi pour le coup on en a pas parlé mais il peut y avoir dyspraxie si déjà il y a plusieurs formes de dysphasie, plusieurs formes de dyscalculie, plusieurs formes de dyspraxie. Si en gros il va y avoir des difficultés au niveau visuospatial, mais sans forcément des problèmes au niveau praxique, le neuropsy il peut très bien faire un bilan qui devra être complété par justement par les professionnels que tu cites, donc orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, pour proposer donc un bilan plus complet juste pour cette compétence-là. Et puis après, bon, derrière, qui peut mener vers poser un diagnostic. Mais un bilan neuropsy, il peut aussi balayer, on va dire, ces compétences-là et puis amener les parents ou la famille à prendre attache auprès d'un professionnel plus expert, plus à même de pouvoir évaluer donc amplement les capacités pratiques du langage oral-écrit ou de la graphie. Bah, tout à fait. Et ça nous permet aussi de voir différentes répercussions en fonction des bilans, parce qu'on ne fait pas du tout les mêmes bilans. Et une dyspraxie visio-spatiale va des fois s'exprimer pour quelque chose et ne pas forcément s'exprimer dans un autre contexte, parce que l'enfant va réussir à penser. Hmm. Donc après, avoir des thérapeutes pour faire, il faut bien se dire que légalement et officiellement, euh, le diagnostic, il est posé par un neuropédiatre. D'accord. Donc voilà, il faut aller voir la bonne personne. Ouais, pour celui qui va poser le diagnostic, ça sera un neuropédiatre. C'est ça. En région parisienne, les familles ont vraiment du mal à trouver un neuropédiatre qui pourrait les recevoir avant 6 mois, peut-être parfois 7 mois, pour après derrière, bah, s'il faut poser un diagnostic, poser le diagnostic. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres régions, mais en tout cas en région parisienne, c'est assez difficile. Les délais d'attente sont très longs, très très longs, partout. Euh, Ça, Hmm. c'est ce qui est commun avec toutes les régions. Les délais sont quand même assez longs. Après, des fois, il y a des délais qui sont un petit peu plus courts, mais c'est vrai que généralement, euh, les personnes avec qui je parle ont des délais d'environ 6 à 8 mois presque pour D'accord. un rendez-vous.
Ouais. Bah, c'est ça, c'est pareil. Alors, ouais, c'est terrible. Et là, je suis en train de lire là, les commentaires des personnes et c'est malheureusement, du coup, c'est partout pareil, comme dit Sylvie. Euh, les délais sont déjà, les délais pour avoir un rendez-vous auprès du professionnel du paramédical peuvent être parfois assez longs parce qu'il faut réussir à prendre rendez-vous auprès d'un psychomotricien, d'un ergo, d'une orthophoniste, d'un neuropsy. Et puis après, bah, derrière, si en plus, donc il y a un bilan qui a été fait, il faut aller avec ce compte rendu-là auprès d'un médecin pour qu'il pose le diagnostic. Il n'est pas rare que bah, ça mette au final 10 mois, un an avant que le diagnostic soit officiellement posé et que enfin on puisse mettre en place certaines choses, que ce soit auprès de la MDPH ou alors directement à l'école. C'est pour ça on peut commencer les prises en charge, même si le Hmm. diagnostic est pas posé par un neuropédiatre. Par contre, si on veut faire des demandes voilà, auprès de la MDPH, il faut un diagnostic pour avoir plus de chances que notre dossier et que notre requête est acceptée. Oui. Mais Euh, alors donc là on a parlé donc des 10. On a parlé de qui fait les bilans, en tout cas qui il faudrait aller voir si donc il y a suspicion de troubles, qui pose le diagnostic. Ensuite, alors on en fait quoi de tout ça? Donc juste après sans voilà sans trop rentrer dans les détails, c'est parce que bon je sais que sinon on ferait une vidéo de 3 ou 4 heures, mais c'est simplement alors comment on peut brièvement en fait comment on peut travailler ça avec l'enfant, avec l'adulte aussi, parce que d'ailleurs on n'a pas parlé des adultes, mais il y a aussi des adultes hein, qui peuvent présenter des troubles 10. Euh, et puis bah du coup, quels sont potentiellement les aménagements possibles en classe? On parle d'AVS, les écrans. Tu as parlé des écrans. J'ai vu aussi dans les commentaires plusieurs personnes qui ont parlé de l'ordinateur. C'est vrai qu'on passe souvent par l'outil informatique pour certains enfants. Le fait de grossir, par exemple, certains supports, voilà, ce genre de choses. Ce qui existe comme aménagement. l'ordinateur est de plus en plus donné aux enfants qui ont un trouble 10. C'est sûr que c'est un outil qui est très utile, avec lequel on sait faire énormément de choses. Mais je pense qu'il faut vraiment passer par le thérapeute pour savoir si c'est ce qui est le plus adapté à l'enfant, c'est ce qui lui convient le mieux, parce que s'il n'y a pas de logiciel qui lui convient et qui peut vraiment l'aider, l'outil informatique n'est pas d'une grande utilité. Voilà. Il faut être sûr que c'est un outil approprié. Il y en a maintenant de plus en plus. Après, l'ordinateur, ça demande un vrai apprentissage pour Ouais. pouvoir le maîtriser et être autonome en classe. C'est ça. Euh, Si l'enfant donc a des difficultés à écrire et que donc pour tout le monde on se dise il faudrait mettre en place donc l'outil informatique. Il faut quand même faut être sûr que l'enfant puisse maîtriser l'outil informatique pour pas que ça lui porte préjudice en classe. Euh, si par exemple donc voilà on met en place l'outil informatique mais que l'enfant ne n'écrit pas assez vite sur ordinateur, s'il ne sait pas enregistrer un fichier, s'il ne sait pas faire de recherche sur Internet, s'il ne sait pas mettre le fichier sur une clé USB pour ensuite le donner à l'enseignante, ça risque d'être, je dirais pas autant difficile en cas pour l'enfant, mais bon, finalement, c'est pas vraiment lui apporter une solution adaptée. La plupart du temps, justement, donc, ça va être les ergothérapeutes hein, qui vont travailler ça avec l'enfant et faire en sorte que
l'enfant gagne en vitesse déjà d'écriture sur l'ordinateur et puis bah, qu'il puisse maîtriser l'outil informatique à un maximum. C'est ça. Bah, sinon, c'est un petit peu leur donner un frein. Nous, Oui. on profite du fait qu'on ait des enfants en primaire pour lancer l'ordinateur à petite dose. Donc, dès qu'ils maîtrisent quelque chose, on l'explique à l'enseignant et on dit à l'enseignant que dans telles conditions, voilà, il sait faire ça, il sait faire ça. Donc, ça permet à l'enfant de commencer à voir vraiment l'utilité pratique de l'ordinateur et Hmm. de voir, voilà, de voir à quoi ça va lui servir, pourquoi il faut travailler, pourquoi il faut aller plus vite. Et ça aide un petit peu l'enseignant. Si l'enfant ne gère pas bien l'ordinateur, ça ennuie aussi souvent beaucoup les enseignants parce que du coup, ils doivent aussi beaucoup s'occuper de l'enfant et ils ne peuvent pas le laisser en autonomie. Donc voilà, il faut que l'enfant gère un minimum l'ordinateur avant de le lancer en milieu scolaire. Oui, et puis bah ça aide aussi en fait l'enfant à regagner confiance en lui-même, en ses capacités. C'est vrai que bon tout ça, donc on a parlé des troubles 10. Alors oui, donc les troubles 10 c'est inné, mais forcément donc ça joue sur les apprentissages de l'enfant et ce qui va jouer sur le domaine cognitif la plupart du temps, va aussi jouer sur la sphère psychologique. Et à force, ça amène à ce que l'enfant n'ait plus confiance en lui. Tu l'avais dit donc en début de vidéo qu'il ne souhaite plus travailler parce que de toute façon, il en a marre. Quand on le sollicite pour quelque chose qu'il ne sait pas faire ou en tout cas qui est extrêmement coûteux pour lui. Et, euh, et puis bah, pour le coup, donc il peut en tout cas perdre confiance en lui. Et je pense que comme n'importe quel, bon, les professionnels en tout cas, je pense, hein, c'est peu importe le professionnel, il y a toujours un travail de métacognition, j'ai envie de dire, qui va être fait parce que on va travailler telle compétence cognitive et le but c'est que la personne comprenne que bon bah voilà, elle est en train de progresser. Donc ce qu'elle sait faire en séance, elle va, je l'espère, réussir à le faire dans son quotidien, que ce soit à la maison ou à l'école ou sur le lieu de travail. Mais si jamais il y a ce temps-là, on va dire, n'est pas pris, il faut, il me semble en tout cas, un espace d'expression pour le patient, pour qu'il puisse en gros, faire part de tout ce qui peut l'inquiéter, tout ce qui peut l'habiter comme interrogation, comme inquiétude sur ses propres compétences, sur l'image qu'il renvoie aux autres, l'image qu'il renvoie à la maîtresse, du coup, indirectement, l'image aussi qu'il renvoie à ses parents. Et du coup, cet espace-là, on peut soit le retrouver soit le trouver chez les psychologues qui de toute façon vont travailler ça. Ou alors, bah, du coup, on a parlé des aménagements comme l'ordinateur. Les AVS, les AVS aussi, bah, quoi qu'il en soit, si l'AVS est bien formé, qui est sensibilisé aux troubles, si l'AVS est bienveillant vis-à-vis de l'enfant, il peut aussi aider l'enfant à exprimer tout ce qui va le travailler comme interrogation et comme inquiétude. Les AVS sont hyper importantes pour, euh, pour les enfants. Après, elles sont pas toujours bien acceptées, hein, parce que ça reste un adulte qui est toujours avec l'enfant, qui va aussi toujours le Ouais. solliciter. Euh, il peut plus vraiment se mettre dans un petit trou de souris et faire, voilà, essayer de qu'on le voit pas. Euh, voilà, là, il est tout le temps sollicité. Alors, des fois, ça se passe très, très bien. Des fois, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que pour les enfants qui ont une AVS, c'est la découverte en début d'année. Est-ce que je vais avoir une AVS? Est-ce que c'est la même que l'année passée?
Voilà. Et puis, c'est aussi compliqué à organiser parce que du coup, Hmm. si on a besoin de l'AVS, on a besoin souvent de l'AVS pour, voilà, si on a dyscalculique, ça va être plus pendant les maths, on va avoir besoin de l'AVS. Les AVS individualisés, donc qui s'occupent que d'un seul enfant à presque temps complet, sont très rares. Elles disparaissent, elles sont presque en voie d'extinction. Euh, et du coup, c'est des AVS qui sont mutualisés, donc qui sont divisés avec plusieurs enfants. Et dans ce cas-là, ben, elles vont avoir 8 heures avec tel enfant, 10 heures avec tel enfant, et encore un petit peu avec un autre. Des fois, ce n'est pas dans le même établissement scolaire. Euh, Là, c'est encore toute une organisation. Et du coup, les enfants n'ont pas forcément l'AVS dans les cours ou sur les créneaux horaires où il serait vraiment utile qu'il y ait l'AVS. Ça, ça arrive Euh, souvent. Mais, ça- par exemple, D'où l'AVS l'importance en cours de sport. des AVS en cours de sport. Oui, elles sont par moment, celles qui sont au collège ou même en primaire, elles sont des fois mises avec l'enfant sur les heures de sport. Parce que, D'accord. voilà, c'est pas très utile. Non, pas trop. Surtout que l'enfant, il aurait besoin là pour le coup, il aurait besoin de se défouler, de se dépenser. Déjà, un enfant neurotypique, il aurait besoin de se dépenser. Et encore plus à un enfant pour qui le fait d'aller en cours est extrêmement fatigant sur le plan cognitif. Donc là, j'imagine bien à la VS qui doit être là, non, ne cours pas partout, ce genre de choses, alors que plus il pourra se défouler et mieux c'est. C'est pour ça, l'AVS, c'est bien, mais c'est compliqué en termes d'organisation et de formation sur le terrain. Hmm. Parce que D'où l'importance de pouvoir être bien renseigné, d'être bien informé pour aller vers le bon professionnel qui va pouvoir donc non seulement bien cibler donc la difficulté ou les difficultés s'il y en a plusieurs et idéalement même en fait s'il peut échanger avec l'école ou en tout cas l'environnement de la personne directement concernée pour apporter ses propres suggestions sur ce qui lui semblerait être le plus adapté pour que l'enfant ou l'adulte puisse évoluer dans les meilleures conditions. c'est quelque chose que j'ai beaucoup abordé dans mon livre. J'ai fait un chapitre entier sur la communication et la collaboration. On va être entre guillemets trois acteurs majeurs autour de l'enfant. Il y a nous, les thérapeutes de manière générale. Il y a qui est, l'enseignant avec l'instituteur ou les enseignants et la DS, et on a les parents. Et voilà, c'est à mon avis primordial qu'on arrive à communiquer et à faire le lien entre ces trois-là, parce qu'on est les Donc trois, les professionnels, l'école et les parents, c'est ça. c'est ça. Ok. On est tous les trois à travailler avec l'enfant et il faut qu'on soit coordonnés dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Si, Oui, si on veut mettre en place l'ordinateur, il faut que les parents soient d'accord, que l'école l'accepte et que le thérapeute accompagne dans, dans l'apprentissage de l'outil informatique. Il y a un des trois qui n'est pas dans la même dynamique et pas dans la même direction,
souvent, l'enfant évolue et il est un petit peu perdu. Je ne sais pas qui est tout l'importance. Alors, je sais que quand on est thérapeute, quand on est en libéral, on n'a pas forcément le temps d'appeler, d'expliquer. Après, voilà, il faut le faire en début d'année, on explique rapidement. Ouais. Ouais, Là, je rebondis simplement sur sur la remarque de Cindy. Effectivement, le principal concerné, bon, déjà lorsqu'il s'agit d'adolescents, la plupart du temps, lorsqu'il y a équipe éducative, donc l'adolescent va être convié à assister à l'équipe éducative. Et moi, toujours, ce que je dis à mes patients, c'est que, euh, en gros, vous êtes en âge de, évidemment, de toute façon, de donner voilà votre propre point de vue sur quoi vous êtes d'accord ou pas. On en discute ensemble. Vous participez de A à Z à votre prise en charge et à tout ce qui pourrait être réadapté, réaménagé, retravaillé pour votre prise en charge. Ça ne veut pas dire que c'est l'ado qui décide in fine, parce que par définition, il va pas être pleinement, on va dire, en mesure d'avoir une capacité de réflexion qui serait 100% la bonne, surtout le concernant, parce que voilà, l'adolescence amène aussi d'autres caractéristiques, on va dire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, donc il participe de A à Z à sa prise en charge et il est au courant de tout ce qui va se faire, que ce soit en matière de prise en charge ou d'orientation, le concernant. Pour qu'au moins on soit sûr que s'il y a quelque chose qui est fait, on ait gagné son accord, qu'il soit réceptif après à ce qu'on pourrait mettre en place. On a souvent le cas d'enfants qui, arrivés au collège, vont avoir besoin, soi-disant, d'un coup d'un ordinateur, d'une navette, et tout d'un coup on se dit, oh là là, il faudrait mettre en place plein de choses. Pas en sixième, hein, en quatrième par exemple. Donc l'enfant, il aura fait sa scolarité plus ou moins bien, mais quoi qu'il en soit, il aura fait sa scolarité maternelle, primaire, sixième, cinquième, sans que voilà tous les gens s'alertent. Puis d'un coup, quatrième, ah oui, non, il faudrait mettre en place des aménagements. On imagine que dans la tête d'un ado, c'est un sacré changement et ça va pas être facile à accepter au début. moi, j'ai accompagné des adolescents qui étaient en cinquième avec l'apparition de l'ordinateur du coup en cinquième. On arrive en plein dans l'adolescence, dans la comparaison aux autres. Donc si on a de la C'est ça? chance et que c'est un ado qui aime l'outil informatique, souvent ça va aller, il va aimer travailler sur l'ordinateur. Si il n'a pas l'envie de travailler, c'est très compliqué de les motiver et de leur faire Hum, comprendre pourquoi c'est utile. hum, Avec les collégiens, on a quand même plus de mal à les contact et c'est aussi compliqué avec l'équipe éducative parce qu'il y a, on a 6, 7 enseignants différents et c'est pour ça que si on arrive à le voir et à mettre en place l'ordinateur en primaire, ça permet qu'il soit autonome au collège. Et ouais. que après, ils sont ados, mais ils ont grandi avec ça. Donc, ils acceptent plus facilement l'ordinateur. D'où ce travail vraiment thérapeutique, que ce soit donc à l'enfance ou en tout cas lors de l'adolescence, mais aussi pareil pour les adultes, hein, d'un espace où ils peuvent donc faire part de toutes leurs inquiétudes quant à leur propre situation et leurs compétences. Qui a donc un travail thérapeutique qui est, à mon sens, en tout cas, plus qu'indispensable. Euh, Si ça te va, Célie, on est donc là, on a fait notre heure.
de Neurolive. Je sais pas si. Alors, on va rajouter donc effectivement dans les commentaires un lien vers ton site internet et vers le livre que tu as rédigé, donc à destination des parents et des accompagnants sur que faire si telle personne donc présente un 10, qui aller voir, qui pose le diagnostic, quels sont tout, même ne serait-ce que voilà, juste une présentation de tous les 10. On met ça en commentaire. Et puis de toute façon, donc, si les personnes ont des questions après que la vidéo soit postée, on prendra le temps donc, de répondre à toutes ces questions. Est-ce que c'est bon ou pas pour toi? Ouais. Oui, c'est bon. Après, s'ils veulent me contacter en direct ou poser des questions via Facebook, ils peuvent aller sur la page que j'ai créée dans la continuité du livre pour pouvoir les aider et continuer à donner les nouveaux outils que je trouve. Donc, c'est la Quel est page le nom, quel est le nom de ta page? Aider mon enfant différent. Mais on le mettra dans le lien de la vidéo, on mettra le nom aussi. Carrément, carrément, avec plaisir. En plus, je l'ai liké tout à l'heure. Et pour ceux qui, je vois, il y a des adresses de professionnels. Oui, si c'était la question, dans le bouquin, en fait, le but, c'était qu'il y ait que des infos concrètes pour vous, les parents, de savoir où chercher, où trouver l'info et un petit peu diminuer votre temps de recherche, votre temps au téléphone voilà, que vous ayez tout dans un seul outil pour directement aller voir les bonnes personnes. Donc, vous irez voir l'extrait quand on aura mis le lien et puis vous verrez après. Mais... Parfait. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires, qui ont posé des questions. Merci Andri, tu étais derrière ton téléphone donc pour justement comme là par exemple mettre le lien vers le groupe donc aider mon enfant 10. Merci à toi Célie Bah, de merci. ton temps, de toutes tes explications. Avec plaisir. Justement, comme je disais en début de vidéo, le fait que voilà, tu sois dans cette dynamique-là de vouloir aider un maximum les familles en leur apportant des informations, en essayant de les sensibiliser, en essayant de les guider au mieux vers quel professionnel, par exemple, aller voir. Je sais que tu prends de ton temps pour être toujours disponible pour les familles. Donc c'est aussi pour ça que donc c'était un plaisir de pouvoir partager ce NeuroLive avec toi et aussi de mettre le lien vers le livre que tu as écrit parce que je sais que ça va aider de nombreuses familles à y voir plus clair sur les 10. N'hésitez pas à aller sur le groupe NeuroLive. Toutes les vidéos donc sont aussi postées sur le groupe NeuroLive. Il y a simplement une demande d'adhésion, mais évidemment, si les intentions sont bonnes, on accepte toutes les demandes d'adhésion. Et comme ça, vous pouvez bénéficier donc de l'actu sur NeuroLive. Comme vous avez pu le voir, donc on est en train de faire des petites vidéos on attend en fait que toutes les vidéos soient prêtes pour pouvoir d'un coup les diffuser. Et c'était bien avec Monsieur Valéry. Et puis voilà, tout simplement. Bah, C'est bon pour super. toi, Célie? Oui, c'est bon. Ça bug Ouais. jusqu'au bout. Nickel. Oui, c'est bon. Bon, passez tous une bonne soirée Oui. Et puis, et puis à bientôt. oui, à bientôt. À bientôt. Franchement, on va se connecter. Ouais, à bientôt. Ciao.